Bonjour, j'espère que vous allez bien. À la demande de plusieurs étudiants de l'ensemble 6 particulièrement, concernant l'épreuve relative au management 2, je vous ai enregistré la présente vidéo de manière à vous corriger l'examen de la session normale et je vais par la suite corriger également l'examen de la session de rattrapage. Comme de coutume, l'examen du management 2 est un examen commun entre plusieurs collègues qui enseignent la même matière. Et là, comme vous voyez sur l'écran, il s'agit d'un examen que nous avons organisé pour les ensembles 6, 8 et 10 avec les professeurs, moi-même, professeur Charqaoui, Madame Dlemi et Madame Tmenetti. Donc, l'examen a pris la forme d'un QCU, question à choix unique, ou une seule réponse à cocher pour chaque question. Donc là, je vais essayer un peu de vous corriger les différentes questions. Donc, j'ai pris la version A, mais bien entendu, les réponses sont valables pour les autres versions B, C et D. Vous avez eu déjà l'habitude, c'est le même contenu. Ce qui change, c'est uniquement l'ordre des questions. Donc, la première question renvoie à la notion de leadership que nous avons déjà discuté lors du troisième chapitre. Là, vous avez 4 propositions. Le leadership est la capacité d'une personne à administrer le personnel et asseoir une autorité formelle. Le leadership est la capacité d'une personne à influencer et fédérer un groupe. Le leadership est la capacité d'une personne à être chef en se conformant uniquement aux codes et règles établies. Ou bien, le leadership est la capacité d'une personne à investir dans des projets ayant une grosse part de marché. Là, on avait déjà discuté. Effectivement, la première proposition n'est pas valable puisque le leadership ne se base pas sur une autorité. Le leadership renvoie à la capacité d'une personne à influencer, mais également à fédérer un groupe autour d'un objectif, autour d'un projet, pour le faire réussir. Et bien entendu, il s'agit de cocher la proposition B. La proposition A n'est pas valable parce que le leadership ne se base pas uniquement sur l'autorité, encore moins, il ne se conforme pas uniquement aux codes et règles établis et il ne se limite pas aux projets ayant une grosse part de marché. Le leadership il est indépendant concernant la part de marché. Donc là, pour la première question, il s'agit donc de cocher la deuxième proposition. Deuxième question, c'est Max Weber et le père fondateur du courant bureaucratique. Nous avons déjà discuté les différentes typologies de bureaucratie que Max Weber a conceptualisées avec l'ensemble des idées sous-jacentes à ce courant de pensée. Et donc là, pour la deuxième question, il s'agit de cocher la deuxième proposition B. C'est le courant bureaucratique. Troisième question, Fayol décompose l'activité administrative en 5 opérations, notamment la prévoyance, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Par conséquent, Fayol ne fait pas appel aux opérations, aux coopérations, au checking, à la direction, à la productivité, aux tâches, etc. Donc là, il s'agit de choisir la troisième proposition, la version C, qui renvoie à la prévoyance, à l'organisation, au commandement, à la coordination et au contrôle. Question 4, selon l'expérience de Elton Mayou, la productivité des ouvriers est déterminée par leur capacité physique. La motivation économique est le seul élément moteur du comportement des ouvriers. La forme la plus efficace de la division du travail résulte toujours de la plus haute spécialisation, ou bien les travailleurs réagissent à l'égard de la direction en tant que membre d'un groupe. Bien sûr, la première proposition n'est pas valable parce que Elton Maillon a fait l'expérience d'organiser 2 ateliers, l'un en appliquant les conditions de l'organisation scientifique du travail avec
ces différentes spécificités. Et le deuxième, en essayant d'améliorer les conditions de travail pour reconnaître les efforts et la valorisation des ouvriers. Et effectivement, la économique n'est pas le seul élément moteur du comportement des ouvriers, puisque Elton Mayo a confirmé à travers son expérience qu'il y a d'autres dimensions immatérielles qui sont à la source de la motivation des salariés. Et donc, bien entendu, la spécialisation n'est pas la forme la plus efficace de la division de travail. Et effectivement, selon cette expérience, les travailleurs réagissent à l'égard de la direction en tant que membre d'un groupe parce qu'ils ont des attentes sociales, des attentes collectives qui vont au-delà du salaire et des conditions pécuniaires relatives au travail. Donc là, il s'agit de cocher la quatrième proposition, la proposition D. L'apport de Max Weber concerne les sources de légitimité du pouvoir, l'importance de la coordination, l'importance des agents de liaison ou l'importance de l'environnement externe. Effectivement, Max Weber est l'un des sociologues des organisations ayant conceptualisé effectivement les sources de légitimité du pouvoir telles qu'elles étaient expliquées lors de notre cours. La sixième question renvoie aux étapes du cycle PDCA. Les PDCA, donc, renvoie aux écoles contemporaines. Et là, il s'agit bien entendu du plan Do, Check et Act qu'on avait déjà discuté. Et là, il convient de cocher la réponse C. La question 7, la rationalisation des processus d'administration est le courant développé par Fayol. C'est l'un des auteurs les plus célèbres en matière de conceptualisation du courant administratif. Et effectivement, la problématique de la rationalisation des processus administratifs ont été développés par Fayol. La huitième question, l'entreprise comporte 6 activités techniques commerciales, de sécurité financière, de comptabilité, d'administration. C'est une vision qui correspond à celle du Fayol. Donc c'est Fayol qui a décomposé l'entreprise selon ses activités, à savoir l'activité technique, commerciale, de sécurité financière, de comptabilité et d'administration. Le facteur de la contingence pour Burns et Stalker est le taux de changement de la technologie. Ce n'est pas la stratégie de l'entreprise, ce n'est pas la taille non plus, et le système de production non plus. C'est ce qu'on avait déjà discuté. Je vous demande de revoir votre support de cours et les vidéos explicatives. La dixième question, les personnes qui apparaissent à la théorie Y sont paresseuses, démotivées, rebelles, autonomes. Là, il s'agit des personnes autonomes. Selon donc la théorie, la question 11, les théories X et Y relèvent de la vision de MacGregor. MacGregor était à la source de développement des théories qui sont l'une à l'opposé de l'autre, avec les personnes rebelles, paresseuses et les personnes autonomes qui sont fidèles et engagées. Donc là, il s'agit de cocher la réponse C. Le Sloan prône la décentralisation coordonnée, l'évolution de carrière, la satisfaction extrême des besoins ou l'épanouissement de l'individu au sein, bien entendu, du travail, au sein de l'entreprise. Donc là, il s'agit de cocher la première réponse, c'est la décentralisation coordonnée. Pour rendre possible la division de travail selon Taylor, il faut donc impérativement la standardisation des produits, non. La personnalisation des tâches, non plus. La spécialisation des ouvriers, non. Selon Taylor, il faut associer les trois à la fois, à savoir la standardisation des produits, la personnalisation des tâches et la spécialisation des ouvriers. Et donc là, il s'agit de cocher les trois réponses sont exactes, à savoir la proposition D. 14. Parmi les critères de l'école, les critiques adressées à l'école des relations humaines, la déshumanisation du travail, la marginalisation de l'environnement, la rigidité ou trop de contrôle.
Ce n'est pas la déshumanisation du travail, c'est une critique qui a été adressée à l'école scientifique à travers l'organisation scientifique du travail. La rigidité non plus. Et effectivement, il s'agit de cocher la deuxième réponse, c'est la marginalisation de l'environnement, puisque l'école des relations humaines a mis le focus beaucoup plus sur les individus en oubliant donc l'environnement dans lequel les personnes évoluent. 15, donc le contrôle stratégique consiste à vérifier si l'organisation fait les bonnes choses au plan des objectifs, des choix effectués et des programmes mis en place pour la réalisation de ces objectifs. Les opérations sont rentables après analyse de chiffre d'affaires uniquement. Les opérations sont rentables après analyse des coûts fixes et coûts variables. Ou bien les résultats sont supérieurs aux objectifs. Là, éventuellement, il s'agit de cocher la première réponse. Il s'agit de l'organisation faite des bonnes choses au plan des objectifs, des choix effectués et des programmes mis en place pour la réalisation de ces objectifs. Dans la grille de Black et Mouton, 1.1 correspond au style autoritaire, participatif, centré sur la tâche ou bien laisser faire. Bien sûr, vous revenez au cours, vous allez trouver donc le diagramme avec toute la grille développée et là, vous allez voir que le point 1 point correspond au style de laisser faire et donc là, il faut cocher la réponse D. Concernant la question 17, au niveau individuel, un objectif de production porte sur les résultats attendus du collaborateur, les opérations à effectuer et l'effort demandé au collaborateur pour réaliser les résultats attendus de lui, les axes de progression d'un collaborateur nécessaires à une meilleure maîtrise de son emploi, ou bien l'analyse et le diagnostic. Donc là, effectivement, au niveau individuel, un objectif de production porte sur les résultats attendus du collaborateur. Donc là, il convient de cocher la première réponse. La question 18, le M de la méthode SMART veut dire marché motivé, management mesurable. Rappelez-vous, SMART, c'est une approche qui permet la fixation et la formulation des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels. Et donc là, il s'agit de cocher la réponse D, mesurable. La légitimité traditionnelle repose sur des procédures et des règles écrites, des valeurs et des règles coutumières, l'autorité, les qualités personnelles du manager. Donc là, effectivement, la légitimité traditionnelle repose sur des valeurs et des règles coutumières. Et la dernière question, Metzberg a regroupé ce qu'on attend d'un manager en trois grands domaines. Il s'agit de domaines impersonnels, de l'information et des décisions, des domaines de la motivation, de l'information et de la prévision, des domaines de la rémunération, des décisions et du contrôle, des domaines de la formation, de l'information et de la gestion des carrières. Effectivement, comme elle a déjà discuté au niveau du cours, Metzberg a regroupé ce qu'on attend d'un manager en trois grands domaines, notamment les domaines impersonnels, de l'information et des décisions. Et là, donc, pour cette question, il s'agit de cocher la première réponse. Un peu globalement les réponses associées à chaque question concernant la session normale. C'était donc à la demande des étudiants et je vais donc vous enregistrer également les réponses spécifiques à la de la session de rattrapage. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à très bientôt. Merci.